Cette édition de Mon Carnet vous est présentée par R2I. En direct de Montréal, voici Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 6 mars 2026. Cette semaine, on parle de souveraineté numérique et d'info nuagique, de podcast et de sécurité des écouteurs, de l'anniversaire d'une franchise mythique du jeu vidéo, de prévention de la fraude auprès des jeunes, de nouvelles façons de programmer avec l'IA et d'une réflexion sur notre rôle face au développement des intelligences artificielles. Comme chaque semaine, on va commencer par un détour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin et faire le point sur l'actualité technologique de la semaine. On s'intéressera ensuite à la souveraineté numérique et à l'info nuagique avec Benoît Martel, qui est président et fondateur de R2I, une entreprise québécoise spécialisée en infrastructure TI, services gérés et hébergement de données au Canada. Une conversation d'ailleurs qui sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter le nouveau partenaire de Mon Carnet. Du côté du monde de la balado-diffusion, Stéphane Berthommet nous envoie une carte postale sonore de Toronto où se tenait récemment le PodCamp, l'une des plus anciennes rencontres de podcasteurs au Canada. Et il va aussi nous parler d'une étude qui s'est intéressée à des casques d'écoute qui seraient dangereux à utiliser. Vous allez voir, vous en possédez peut-être, alors ça va vous faire regarder d'un autre œil les casques d'écoute. On restera à Toronto pour rejoindre Carl-Édouard Michel qui souligne cette semaine les 30 ans de Pokémon. Catherine Dupont-Gagnon nous parle quant à elle de la cybersécurité chez les jeunes, des internautes de plus en plus exposés aux risques. Depuis la Suisse, Thierry Weber s'intéresse à l'essor du vibe coding. Stéphane Ricoul nous livre une réflexion sur l'intelligence artificielle et sur le rôle que nous pourrions jouer collectivement dans son développement. Et puis, Jean-François Poulin nous donnera des nouvelles de Figma, le logiciel incontournable dans le monde du design. Mais avant de commencer, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Colette Laflamme, Michel Coutunado, Luc Spénard, Nathalie Guérion et Sylvie No. Merci à vous 5 et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est très apprécié et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Je pourrais te dire aussi bonjour Jérôme Colombin à Barcelone parce que tu as passé un bout de temps là-bas. Ouais, alors presque, maintenant je suis rentré, mais effectivement j'étais en début de semaine au Salon Mobile World Congress de Barcelone, qui est un incontournable, qui a lieu tous les ans et je ne raterai ça pour rien au monde. Je t'envie chaque fois. C'était la 20e année à Barcelone. Oui, je sais que tu es fan de jambon ibérique. Non, de technologie. Tais-toi. De technologie, pardon, de technologie. Mais Jérôme, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci? Eh bien, écoute, c'était assez intéressant ce salon en réalité parce que ça montre bien certaines tendances intéressantes. Alors d'abord, il faut préciser que ce salon, il a vraiment deux visages. Il a un visage très grand public avec des nouveaux smartphones. Et là, on était un petit peu en retrait. Je dirais que le smartphone n'est plus le roi de la fête, en réalité. Il y a des nouveautés, mais bon, je vais t'en parler. Il y a quelques nouveautés, mais on sait que le plus gros est fait en matière d'innovation sur les mobiles. Et puis, il y a un aspect un peu moins visible, beaucoup plus professionnel, parce qu'en fait, Barcelone, ce sont aussi les opérateurs, les équipes. Et c'est là que ça signe. C'est là que ça signe, c'est là que ça discute. Il y a un aspect très commercial. Il y a un aspect aussi très on travaille déjà on essaye d'imposer des normes techniques, des prérequis techniques qui deviendront plus tard des normes, par exemple. L'exemple parfait, c'est le grand patron de Nvidia qui était là-bas pour faire du lobby pour que l'IA soit incorporée dans la 6G.
C'est pas banal. Voilà, alors effectivement, on a beaucoup parlé de l'IA avant qu'elle soit incorporée dans la 6G, et c'est vrai que les opérateurs s'y intéressent parce que ça leur permettrait, eux, de garder un peu la main, c'est-à-dire parce qu'ils sont bien... De toute façon, l'histoire des opérateurs depuis longtemps, c'est que cette histoire-là leur échappe un peu au fur et à mesure. Ils n'ont plus la main sur les smartphones, ils n'ont plus la main sur les réseaux, enfin aussi quand même encore, mais ils cherchent toujours à proposer des nouveaux services à leurs abonnés pour quelque part justifier toujours leur raison d'être, et puis surtout pouvoir faire du business, donc facturer des nouveaux services et mettre de l'IA dans les réseaux. On ne sait pas encore sous quelle forme ça pourrait se faire, mais c'est effectivement vraiment dans l'air du temps. Même si on parle aussi, tu sais, de plus en plus de l'edge intelligence, c'est-à-dire que l'IA, elle serait de moins en moins distante et elle serait de plus en plus dans les terminaux, grâce à des smartphones toujours plus puissants. Et des IA qui sont moins gourmandes aussi en puissance. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et puis, les opérateurs, ils essayent aussi de proposer des nouveaux services. Ils se tournent notamment vers l'espace. Et ça, c'est ça qui m'a marqué, c'est que on sent qu'il se passe quelque chose, c'est le cas de le dire, avec l'espace. Parce qu'aujourd'hui, là, en France, il n'y a aucun fournisseur de services qui offre la connexion satellitaire. Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est la connexion satellitaire à la maison avec une parabole. Il y a des opérateurs, ça, d'accord, c'est de la connexion fixe. C'est devenu banal. On bouge pas, voilà. Mais sur smartphone, il y a Apple qui offre son système minimal. On peut envoyer des SMS de secours. Ils sont déjà préfabriqués. Quand il n'y a plus de réseau. Voilà, qu'on choisit, qu'on envoie. Ouais. C'est ça. Mais on commence à parler de SMS tout à fait normaux, c'est-à-dire des SMS y compris pour des choses pas intéressantes. Et ça, c'est un service qui pourrait arriver prochainement dans les smartphones. Il faut que le smartphone soit compatible et il faut que l'opérateur ait implémenté un service. Et puis j'ai interviewé d'ailleurs une start-up américaine, mais qui fait beaucoup de pressing en France, qui s'appelle Skylo et qui essaye comme ça de développer cette stack, cette fonctionnalité qui arrivera prochainement sur certains. Mais Jérôme, tu me permettras quand même de gonfler le torse en disant qu'au Canada, maintenant, c'est disponible depuis un moment. Hein. Avec Rogers qui a fait une entente, c'est une des 6 ou 7 entreprises à travers le monde qui a fait une entente avec Starlink. Maintenant, on peut envoyer des courriels, on peut passer un coup de fil à partir du réseau d'Elon Musk. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on se parlait directement depuis un smartphone. Oui, sans rien adapter. Tu te souviens, la semaine dernière, j'étais à Rimouski, et puis à un moment donné, j'ai fait exprès, je suis sorti de la zone de couverture de Rogers juste pour tester ça. Et donc, j'étais en connexion satellitaire en utilisant Starlink. J'ai pas vu, mis à part que c'est indiqué sur mon téléphone, j'ai pas vu vraiment de différence dans le service. Alors, c'est pour te dire comment on est en train de transgresser des lois vieilles du début des télécommunications. Ouais, exactement. Non, mais Starlink était présent d'ailleurs à Barcelone et il fait peur aux Européens parce que évidemment. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, mais là, au même moment, en même temps que le salon, ils ont annoncé qu'ils allaient offrir ce qu'on appelle du direct to sell, donc ce dont je te directement. Voilà, c'est ça. Donc ça devrait arriver aussi en Europe. On n'a pas nous de concurrent de Starlink, on a Eutelsat, mais qui ne propose pas directement depuis un smartphone. Donc, et puis les opérateurs essayent aussi pour des questions de souveraineté de s'en tenir un peu à l'écart. Et développer votre solution européenne. C'est un sujet un peu sensible. Jérôme, permets-moi de faire bifurquer tes propos vers quelque chose qui a marqué l'attention de bien des gens. T'en as parlé parce que tu as fait une vidéo sur le sujet. Moi, j'en ai parlé aussi. Ce sont les téléphones. Notamment, il y en a un qui a attiré l'attention avec ses Honor qui, avec sa petite caméra qui sort de l'appareil et qui ressemble étrangement à un appareil de caméra que toi, tu utilises pour faire de la vidéo là, en reportage. Ouais, tout à fait. C'était l'attraction du salon, ça. C'était vraiment ce qui était le plus un peu spectaculaire. Donc, cette petite caméra qui se déplie et ça devient une caméra stabilisée. Et comme tu le disais, moi, j'utilise ça et je m'en suis servi d'ailleurs à Barcelone pour réaliser toutes mes interviews. Et donc, ça a plusieurs fonctions. Ça stabilise, c'est mieux qu'un stabilisateur optique. Et puis, ils ont enrichi le truc. En fait, ils ont fait tout un storytelling autour de ça en expliquant que c'était un petit robot. Alors, pourquoi un petit robot ? Parce que
eh bien, au-delà de filmer, la caméra peut être animée par des petits mouvements en fonction des applications. T'as l'impression qu'elle te fait coucou avec la tête, elle te dit oui, elle tourne la tête dans tous les sens, etc. Bon, cet aspect-là, personnellement, j'ai pas été très convaincu. Je suis pas persuadé, mais bon, je me trompe peut-être, c'est parce que je suis pas client. Et j'attends pas d'un téléphone ce qui me fasse des resets. Je veux surtout qu'il me rende service. Et en termes de fonctionnalité, c'est pas idiot parce que il y a cet aspect filmé avec la stabilisation, ce qu'on appelle un gimbal, une caméra stabilisée en bon français. Mais moi, l'utilité que je vois, alors le cas d'usage aussi qui est présenté, c'est tu promènes avec ton téléphone dans la poche de ta veste et puis tu as la caméra qui peut filmer tout ce qui passe devant et même suivre des personnes. Pourquoi pas? À mon avis, ça fait partie quand même des usages un peu problématiques pour la vie de tous les jours. Si on commence à filmer tout le monde, c'est comme pour les lunettes dont on parlait récemment. Mais aussi tout simplement pour faire de la visio avec de la famille, etc. Moi, comme tu vois, je sais que quand je fais de la visio avec ma maman, une fois sur deux, elle est pas devant l'écran. Bon, ben je me dis peut-être avec ça, elle pose le truc sur une table et puis la caméra va la suivre. Voilà, c'est des petites choses. Alors après, c'est une performance technique parce que ils ont fait un moteur minuscule qu'ils ont réussi à intégrer dans un smartphone. Donc c'est quand même étonnant. Et ils promettent que ça ne consomme pas trop d'énergie. C'était ma question et on ne sait pas pour le moment. Non, mais alors il y a aussi des innovations en termes de batterie. Ils m'ont montré des batteries qui sont utilisées dans ce téléphone et qui sont incroyables, qui sont épaisses comme une carte à jouer. Okay. Tu vois, une carte, mais vraiment, c'est une carte de crédit. C'est épais comme une carte de crédit. Et c'est une batterie. Donc, si en plus tu en mets plusieurs pour augmenter un peu, tu peux avoir une autonomie, je pense, confortable dans un encombrement minime. Sinon, j'ai vu que Huawei était assez présent aussi. Alors, Huawei était très présent. C'est le plus gros stand de Barcelone, traditionnellement, parce que ils ont à la fois des produits grand public, des smartphones, beaucoup de montres connectées. Bon, ils ont lancé une nouvelle montre connectée pour les sportifs, notamment pour les marathoniens. Ils ont lancé des écouteurs et ça vaut juste le coup d'être signalé parce que c'est des écouteurs d'une nouvelle forme, en réalité, avec ces deux petites boules et ça vient se pincer sur le bas de l'oreille et en fait ça te permet d'avoir ça un peu comme des boucles d'oreilles et ce n'est pas des écouteurs intra-auriculaires, ça ne te rentre pas dans l'oreille, donc ça ne te coupe pas de la conversation avec les gens qui t'entourent, c'est beaucoup moins dérangeant et tu peux les garder toute la journée en fait ces écouteurs-là. Donc c'est ce qu'on appelle un form factor, enfin nouveau modèle. J'ai vu la même forme chez TCL par exemple. Voilà, mais Huawei est également présent pour des smartphones. Tous ne sont pas distribués en Europe, c'est ça qui est troublant. Ils avaient notamment leur smartphone à 3 écrans, comme Samsung d'ailleurs, qui se déplie en 3, l'un comme un accordéon, l'autre comme un portefeuille. Mais c'est des produits qui sont pas distribués en Europe actuellement, donc c'est essentiellement pour le marché asiatique ou pour d'autres marchés dans le monde. Et puis Huawei, il y a des kilomètres carrés d'exposition consacrés à tout ce qui touche au réseau. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Huawei, c'est aussi un des plus grands équipementiers au niveau de la télécommunication mondiale. Alors, évidemment, ils ont besoin de cet espace-là pour montrer tout leur équipement qui peut servir à monter des réseaux, particulièrement en Afrique. Tout à fait. Où ils sont très populaires. Ils ont une grosse partie du marché là-bas. Absolument. Et on voit beaucoup alors, j'en ai vu moins cette année, d'Africains qui arpentaient le salon. Beaucoup de Chinois aussi. Énorme présence chinoise. C'est drôle, parce que de plus en plus dans les expos françaises, qui se passe en France, on voit énormément de présence chinoise. C'est impressionnant. Là. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils dominent. Ils étaient très présents au CES, tu te souviens? Non, mais dans là, le haut, ils dominaient aussi même Vivatech est bien sûr. de plus en plus présent. Et là, bien que ce soit un salon axé télécom et smartphone, ils montraient aussi des voitures. Par exemple, Xiaomi qui présentait un nouveau concept car, et puis des robots humanoïdes aussi. Donc il y avait Unitree, il y avait Agibot,
il y avait des démonstrations de robots humanoïdes, bon, des choses qu'on a déjà vues au CES de Las Vegas, mais quand même assez intéressant. Et Honor aussi a présenté un petit robot. Alors ils avouent eux-mêmes que pour l'instant le robot il sait pas faire grand-chose. Enfin il est très bien. De toute façon l'état de la robotique, tu le sais comme moi aujourd'hui, au point de vue électromécanique, ça y est, on a vraiment franchi une étape. On arrive à faire des trucs hyper performants, pas trop lourds, avec une autonomie énergétique correcte, raisonnable, mais question autonomie logicielle et bah c'est nul. Enfin, ils peuvent pas faire grand-chose et ils sont tous télécommandés en réalité. Mais sinon, si je te demandais, si tu compares à d'autres éditions, est-ce que c'était une bonne édition? Ça valait la peine d'aller faire son tour? Oui, c'était vraiment une édition intéressante. Et puis, ce dont je t'ai pas parlé aussi, ce sont les lunettes connectées, nos fameuses lunettes connectées, parce qu'il y avait plusieurs modèles, et notamment, alors, chinois, puisqu'on parle des marques chinoises, il y avait TCL, qui continue avec leur marque Rayneo. Elles sont pas mal du tout, ces lunettes connectées. Et donc, j'ai pu tester la dernière version du système de traduction automatique. Donc, une personne me parle en chinois et ça s'inscrit en sous-titres juste devant mes yeux. Ça, c'est celle qu'on voit dans la vidéo? Ça marche pas mal. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs paires de lunettes. En tout cas, dans une de tes présentations, justement. Oui, tout à fait. C'est celle qu'on voit dans la toute première vidéo que j'ai mise en ligne. Ouais. Et puis, j'ai testé également les lunettes connectées d'Alibaba qui débarquent en Europe. Et alors là, à mon avis, ça va faire très mal. Ils ont annoncé à Barcelone le lancement global de leurs lunettes dans je sais pas combien de pays. Et ça va être monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a plein de modèles, il y a plein de fonctions, traduction, etc. Il y a un petit assistant intelligent en Asie. Tu peux payer avec ça, tu peux commander un Uber et tout. Bon, c'est voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner ces lunettes connectées, parce que par ailleurs, moi je vois sur les retours des auditeurs, etc., des gens qui commentent mes vidéos sur YouTube et autres, il y a beaucoup de réticence par rapport au fait de filmer en permanence, parce que les lunettes font plusieurs choses. Il y a ce qu'elles affichent sur les vitres et sur l'écran, et puis il y a le fait qu'elles puissent filmer, et puis cette histoire que tu as certainement vu passer comme moi avec les lunettes Meta. Ah oui. Ben donc je parlais, j'avais un article ce matin justement sur cette histoire où on se rend compte finalement que les images qui sont tournées, à l'occasion, il y en a qui partent de notre environnement pour se retrouver au Kenya, pour être analysées, pour être annotées, pour que l'intelligence artificielle de Meta soit plus exacte. Sauf que le problème, c'est que il y a des images qu'on voudrait pas nécessairement voir partir, que ce soit des images intimes ou que ce soit même des images alors que quelqu'un est en train de regarder son compte de banque sur son téléphone. Mais de l'autre côté, tu vois, Meta rappelle que ça fait partie des conditions d'utilisation. C'est inscrit. Quand vous décidez d'utiliser cette affaire-là, ben vous acquiescez à ces licences-là, mais on l'oublie assez rapidement, puis bon, ben, c'est ça. On l'oublie trop vite. Mais enfin bon, il faudrait quand même un système permettant de décocher cette option-là. Enfin, hey, Jérôme, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, et j'invite vraiment fortement les gens à passer sur les différentes plateformes où tu es présent pour voir les vidéos que tu as déjà mis, puis je sais que tu en as encore un lot à déballer, à nous envoyer, parce que ça vaut la peine. Tu as vraiment été nos yeux là-dessus. Alors, merci pour ça. Je voulais t'entendre sur autre chose, parce que cette semaine, c'était une première chez Apple. Dis-moi. Et ils ont pris la semaine pour déballer des cadeaux pour certains, d'autres des objets qui vont faire envie. Et là-dedans, il y a deux trucs qu'on attendait. Il y avait la nouvelle version du iPhone, le 17e. Et puis, l'autre, qui n'était pas du tout sur le radar et qui a fait sourire bien des gens, c'est le MacBook Neo. Pourquoi ça fait sourire? Parce qu'ils sont en train de vouloir, en tout cas, ils veulent aller dans le marché des ordinateurs bas de gamme, se combattre donc les PC pas chers et puis les Chromebooks. Attention, faut pas dire bas de gamme chez Apple. Mais c'est ça. Tu risques d'être liquéfié sur place. Mais c'est le segment qui vise. Tu risques d'être foudroyé immédiatement. Excommunié. mais donc, comme ça, je l'ai déjà vécu l'été passé, c'est bon. Mais donc, eux, ils veulent évidemment viser, le marché estudiantin et puis des gens qui utilisent leur ordinateur de temps en temps, en disant, on vous l'offrira pour beaucoup moins cher que d'habitude. Mais c'est quand même... Moins de 700 euros. C'est 800 $ chez nous. D'ailleurs, si vous êtes européen et que vous venez au Québec, profitez-en, ou au Canada, profitez-en pour en acheter un. Vous allez faire une sacrée bonne affaire avec le taux de change. Ça vous revient à pas beaucoup. Et là, tu fais la pub pour Apple, bas de gamme, c'est ça. Un Européen qui vient acheter son ordinateur, là, son MacBook Neo au Québec, là, il a un prix
de bas de gamme d'ordinateur avec un ordinateur qui est assez puissant. Mais sinon, c'est ridicule là, d'essayer de dire que c'est un ordinateur pour les gens qui veulent qui ont un petit budget à 700 € ou à 800 $ canadiens. C'est cher encore. Bien sûr, ça reste cher. De toute façon, tous les produits Apple sont toujours chers, mais c'est quand même l'ordi le moins cher de la gamme. C'est même moins cher et moins léger et plus léger qu'un MacBook Air. Et puis il est taillé pour plaire aux plus jeunes, aux étudiants, avec des couleurs, etc. Après, bon, c'est forcément un ordinateur de compromis. Ce sera pas une bête de course. Alors c'est un processeur A18 Pro, qui est le processeur de l'iPhone, qui est bien, qui offre pas mal d'autonomie pour les performances correctes, mais on fera pas des montages vidéo en 4K là-dessus, Non, évidemment. Je pense que tu vas le faire. Le 8K, ça va être difficile, mais le 8K, tu vas y arriver parce que tu es capable déjà avec un iPhone. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis, est-ce que c'est pas un constat d'échec pour l'iPad aussi? Parce que c'est l'iPad qui devait être... Le nouvel ordinateur. Qui devait occuper cette place, qui devait être le nouvel ordinateur. Et puis ils ont ajouté un clavier à l'iPad, etc. Mais l'iPad n'a jamais été un véritable ordinateur. Puis aussi, mais moi, je pensais que tu allais aller ailleurs dans le constat d'échec au niveau des ordinateurs. On s'entend que quand on regarde les chiffres, là, les derniers rapports trimestriels qui est sorti, qu'est-ce qui fait que Apple fonctionne bien? C'est parce qu'ils vendent des téléphones et ils vendent des services qui sont branchés sur l'écosystème qu'ils ont créé. Mais les ordinateurs, c'est pas ce qui se vend le plus. Et j'ai l'impression qu'ils essaient d'aller chercher une autre part de marché dans un autre marché avec ça. Ouais, mais après, je crois que c'est une tendance globale. S'il n'y a pas qu'Apple qui est frappé par ça, par la baisse des PC. Ben eux, quand on regarde leur performance, on la compare aux années précédentes, il y a une baisse. Ouais. Bah écoute, on peut pas gagner tout le temps. Tu vas dire ça à leur actionnaire. Mais non, bien sûr, ça peut être très certainement pour relancer l'intérêt pour les MacBooks. Non, mais je vais faire mon pisse-vinaigre, là, mais c'est quand même une bonne chose parce que ça va permettre sûrement à des gens qui n'ont pas les moyens de payer une fortune pour avoir un MacBook ou un Air de toucher, de découvrir. Tu sais, des gens qui aiment... Ça a d'ailleurs été ça, le succès des ordinateurs de Apple, c'est que les gens sont rentrés par la porte du iPhone, ils ont aimé l'écosystème, ils ont aimé l'ergonomie, puis ils se sont dit, peut-être que le prochain ordinateur, je pourrais aller avec un Mac, mais il y avait toujours le prix. Et là, c'est une belle porte pour rentrer, alors on leur souhaite beaucoup de succès avec ça. Absolument. Mais sinon, toi, tu vas nous parler de quoi cette semaine dans Mon Numérique? Écoute, on va plonger encore plus en détail dans le Mobile World Congress de Barcelone. On entendra le porte-parole de Honor nous expliquer cette philosophie du robophone. Un porte-parole de TCL à propos de leur technologie d'écran très intéressante que moi j'aime bien, hyper ultra mat et qui en plus peuvent basculer de la couleur au monochrome pour réduire la fatigue oculaire. On écoutera aussi Skylo qui propose cette fonction de SMS directement par satellite depuis un smartphone. Et puis on fera un bilan global avec Patrice Duboé de Capgemini qui s'est intéressé à toutes les facettes du Mobile World Congress et même à l'aspect militaire qui était aussi présent à Barcelone. Genre de Bourget de la téléphonie. En quelque sorte, oui, presque. Faut dire ça comme je vois que tu n'apprécies pas ma comparaison, mais ça a été un gentleman. Tu le soulignerais pas, je le fais. Si, mais j'apprécie. Écoute, tu connais décidément, tu connais tous les événements français dans tous les secteurs. C'est impressionnant. Mais je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Hey, Jérôme Colombin, je te souhaite de passer une excellente semaine avec tes auditeurs parce qu'ils ont à boire et à lire et à écouter chez toi. Et puis, je les invite à passer chez nous aussi. Et à manger. Ah oui, avec ton jambon. C'est vrai, t'en as ramené. Je te salue également, Bruno, et je salue tes auditeurs à la semaine prochaine. Salut. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Je vous le disais en ouverture de Mon Carnet, R2I se joint à Mon Carnet comme partenaire pour les prochains mois. L'entreprise québécoise évolue depuis plus de 12 ans dans le domaine des technologies et de l'information pour les entreprises. Chez R2I, les 3 lettres veulent tout dire.
les ressources, l'infrastructure et l'impartition. Parce que R2I mise d'abord sur son capital humain. On parle d'une équipe d'environ 70 spécialistes pour accompagner des organisations dans la gestion de leur infrastructure TI. R2I propose également des solutions d'infonuagique et de services gérés, notamment avec Edwin, leur plateforme d'infonuagique souverain, développée et opérée au Canada, où les données sont hébergées et gérées localement par des experts canadiens. L'objectif pour eux est clair, offrir aux entreprises des environnements technologiques fiables, sécuritaires et performants et les aider à mener leurs projets numériques vers le succès. Alors, si vous désirez les contacter, c'est simple, l'adresse c'est r2i.ca. On va parler maintenant de souveraineté numérique et d'infonuagique avec justement Benoît Martel, président et fondateur de R2I. Et je fais une pierre deux coups cette semaine en accueillant Benoît Martel de R2I parce que ça me permet de vous présenter ce nouveau partenaire de mon carnet, en plus d'être un excellent intervenant pour parler de souveraineté numérique et d'infonuagique au pays. Avec lui, je veux aborder les enjeux très concrets de la souveraineté numérique, le rôle des fournisseurs locaux face aux grands joueurs américains et européens qui offrent leurs services au pays dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain. Bonjour Benoît Martel. Bonjour Bruno, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Puis je vous le dis de vive voix, merci de devenir partenaire comme ça de mon carnet pour les prochains mois. C'est très intéressant, puis t'as tellement une belle tribune, puis des beaux sujets que c'est super. On est super heureux de participer avec toi à mon carnet. Bon, avant de rentrer dans le sujet pour lequel je voulais vous parler, je veux prendre un moment pour présenter R2I. Ça fait 12 ans que vous êtes dans le milieu. Vous en avez vu passer. Je dis 12 ans, pas vous, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait une bonne vingtaine d'années, je veux pas le dire. Près de 30 ans dans les TI. Bon, 30 ans dans les TI. Mais comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, vous en avez vu passer des vagues. Comment l'entreprise se positionne aujourd'hui sur le marché de l'offre TI? Écoutez, R2I, c'est un partenaire à très grande valeur ajoutée. Donc, nous, on s'est positionné justement comme comment je pourrais dire ça, un pousseux de boîte, là, traditionnellement, comme on disait, mais vraiment un partenaire à valeur ajoutée. Donc, pour commencer, je pourrais dire qu'est-ce que ça veut dire R2I, puis ça va définir qui on est puis notre ADN. Donc, R2I, il y a 3 lettres. Il y a la lettre R et il y a 2 fois I. Donc, R, c'est pour ressources. C'est notre capital humain, c'est nos gens, c'est notre actif le plus important. Sans nos gens, sans nos ressources, il n'y a pas d'entreprise. Donc, pour nous, c'est la base de notre offre, puis c'est la qualité qu'on offre. On offre de l'expérience. Et les 2 foyers, c'est pour infrastructure et impartition. Donc, l'infrastructure, c'est la revente d'équipements, principalement de grands manufacturiers là dans le monde des TI. Et l'impartition, pour nous, c'est le service géré et l'info nuagique. Donc, on englobe ça sur notre nom, l'impartition qu'on peut dire. Donc, à la base, c'est ce que R2I est. Donc, comment qu'on se positionne dans le marché, c'est à ce niveau-là par de l'infrastructure pour les entreprises. Donc, on ne sert pas monsieur, madame, tout le monde là, comme un usager à la maison. Donc, on sert vraiment les moyennes et grandes entreprises. Au niveau des infrastructures TI. Où est-ce qu'on se positionne? C'est grâce à la réputation d'R2I, la qualité des environnements qu'on a. On a une offre infonuagique qui s'appelle Edwin et ça, on se distingue beaucoup parce qu'on a... Et votre solution à vous, là? Oui, c'est notre solution à nous, bâtie au Québec, dès le départ de R2I. Dans le fond, quand on parle de R2I, le I qui était l'infonuagique et les services gérés, donc dès le début d'R2I, l'infonuagique était à ses tout débuts. Ça existait, mais il n'y avait pas beaucoup d'offres canadiennes, un peu américaines, un peu à travers le monde. C'était les débuts de AWS, de Azure, qui étaient déjà en train de devenir des leaders mondiaux, mais une offre locale, c'est comme ça qu'on s'est positionné. Donc, 12 ans après, R2I, c'est environ 70 spécialistes. Donc, nous, on a grandi en termes de qualité et non en termes de quantité. Donc, pour nous, ce qui était important, c'était une étape à la fois, grandir intelligemment, mais sûrement. Donc, on a toujours ajouté quelques ressources par année. Puis, l'important, c'est de dire, c'est que nous, on veut pas se lancer dans n'importe quel projet. Notre réputation, on l'a bâti. C'est dur à bâtir une bonne réputation. C'est facile à détruire. Donc, on se lance seulement dans des projets pour lesquels on se sent expert et qu'on est meilleur que nos clients pour arriver à leur but. Dans le fond, nous, notre but, c'est de rendre nos clients avoir du succès dans leurs projets. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait dire qu'on se positionne dans le marché actuellement. Puis, je sais que vous êtes humble, alors vous n'avez pas parlé de vos clients, mais vous jouez, vous le disiez, vous êtes avec des moyennes entreprises, mais avec des
gros joueurs aussi. Mais je reviens sur quelque chose que vous avez dit, une offre locale. Oui. Aviez-vous déjà dans le viseur tout le dossier de la souveraineté numérique et de l'infonuagique souverain, vous? Oui, écoutez, déjà depuis plusieurs années, c'était notre cheval de bataille. On s'est défini comme une entreprise canadienne de services TI et pour nous, la présence locale canadienne est extrêmement importante. Quand on se compare à des AWS puis des Azure, on s'entend, ils ont une offre exceptionnelle sur leur marché. C'est des très bonnes entreprises. Jamais j'oserais dire qu'on a une offre meilleure que la leur, mais on se compare avantageusement de toute façon au niveau de la qualité, au niveau des prix, mais surtout, c'est qu'on offre un service de proximité au Québec et au Canada. Puis ça, on le faisait depuis très, très, très longtemps. On avait ce discours-là. Fait que ce discours-là qui est très, 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 je dirais, populaire depuis un an, Ouais. nous, on l'avait déjà depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est pas nouveau pour R2I. Par contre, on l'a senti dans le marché. Il y a un très, très gros intérêt et impact en ce moment avec ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Puis R2I est là depuis le début pour supporter les entreprises canadiennes dans cette souveraineté numérique-là. Bon, là, vous faites exprès pour me provoquer qu'on embarque dans le sujet. Quand on parle de souveraineté numérique, là, vous, quand vous en parlez, parce que ça fait un moment que vous en parlez, vous parlez de quoi concrètement? Ben, il y a deux façons de voir la souveraineté numérique. Là, il y a la souveraineté numérique à travers des entreprises qui sont de contrôle canadien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas de ramifications avec des actionnaires ou des propriétaires américains ou ailleurs dans le monde. Par exemple, On c'est ça. parle beaucoup des États-Unis en ce moment, mais ça s'applique à n'importe où dans le monde. Là, il peut y avoir d'autres pays qui ont des lois aussi avec le bras long, comme on pourrait dire, que le Cloud Act américain. Donc, nous, on se définit comme une entreprise souveraine parce qu'on est de propriété canadienne, dirigée au Canada avec des entités uniquement au Canada, donc et des employés situés au Canada. On fait pas de, excusez le terme anglais, de offshore pour aller à l'extérieur. Donc, tout est géré vraiment 100% à travers le Canada. Il y a des puristes qui pourraient dire que la souveraineté numérique va à un niveau encore plus loin. C'est que tu dois avoir des équipements qui sont bâtis au Canada avec des firmware, des logiciels, des réseaux de télécommunications entièrement canadiens. On s'entend que ça, avant que le Canada ou le Québec ou un territoire arrive à ce niveau de souveraineté-là, on parle de décennies et décennies d'investissement. De centaines de milliards Très d'investissements, là. Oui, puis on est très dépendant des logiciels à travers le monde. Là, c'est ce qui dirige une entreprise aujourd'hui, c'est les TI. Là. Sans les TI, une entreprise est plus capable de fonctionner aujourd'hui. Là. Donc, c'est le cœur de l'entreprise. Donc, cette dépendance-là des logiciels, malheureusement, on est un peu pris avec. Là, ça serait très difficile d'arriver avec une souveraineté numérique à 100%, Ouais. mais la souveraineté des propriétés canadiennes, c'est ça présentement qui est le plus gros. Une entreprise mondiale qui va dire, ben moi, je m'appelle X Canada Inc., j'ai des employés au Canada. Oui, c'est vrai, mais tu as toujours la ramification avec le Cloud Act américain parce que tu es une entreprise à la base américaine. Et donc, ça veut dire que ça couvre à la fois le volet infrastructure de la solution, mais aussi la gouvernance des données. Oui, exactement, la gouvernance des données. Ça, là-dessus, un exemple, nous, on est très, très bien équipés avec ça depuis très, très, très longtemps. On a plusieurs certifications ISO. R2I a été fondé en 2014, on en a parlé tantôt, il y a 12 ans, mais dès 2017, on a mis en place un projet de certification ISO, donc d'amélioration continue. C'était extrêmement important pour nous que les entreprises aient confiance. On fait affaire dans le domaine de la finance, du gouvernemental, de la santé, donc même des secteurs névralgiques où est-ce qu'il y a beaucoup de gouvernance qui est requise. Donc, dès 2017, on a mis en place un processus ISO, et aujourd'hui, on possède 5 certifications ISO. Donc, pour nous, gouvernance, conformité, sécurité, c'est extrêmement important et ça fait partie de cet aspect-là. Tout à l'heure, vous avez mentionné le Cloud Act américain. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation? Parce qu'on l'entend, on l'évoque, mais dans les faits, là, une entreprise canadienne, une organisation qui est sur le territoire canadien, comment ça pourrait les toucher? Ben, le Cloud Act américain, c'est que ça permet au gouvernement américain, dans différentes instances, là, de pouvoir avoir accès aux données des entreprises qui sont hébergées, parce que c'est vraiment le Cloud Act, c'est sur la donnée numérique. Donc, c'est vraiment où est-ce qu'une entreprise a des données hébergées dans une entreprise américaine. Dans ce cas-ci, on parle beaucoup des hyperscalers, donc des AWS, des Azure, des Google de ce monde, qui hébergent, avec les 5 grands joueurs, hébergent environ 85% des données mondiales. Donc, 4 sur 5 sont des entreprises américaines. Donc, AWS, Azure, Google, IBM, le 5e, c'est Alibaba qui est pas américain. Donc, Ouais. ces entreprises-là, quand ils hébergent les données d'entreprises canadiennes ou à travers le monde, le gouvernement, sur des raisons d'actes de sécurité, peut exiger à ces hyperscalers-là d'avoir accès aux données d'une entité étrangère, même si la donnée est hébergée au Canada ou en Europe. En fait, c'est
qui est propriétaire du centre de données et qui héberge les données sur lequel le gouvernement américain peut avoir la main longue, comme on peut dire. Donc, ces entreprises-là, c'est de là que les entreprises doivent être concernées. Avant, il y a 1 an, ça existait déjà, là. Le Cloud Act est arrivé en 2018, mais on ne l'a jamais vu comme un danger. Par contre, depuis ce qui se passe depuis janvier 2025, on le voit maintenant comme un danger et les entreprises doivent le prendre au sérieux. C'est pas juste de dire on joue sur des termes et sur un enjeu politique en ce moment. Le danger est réel, on le voit avec ce qui se passe dans le monde. Il y a plus beaucoup de gouvernance dans le gouvernement américain, malheureusement, en ce moment. Donc, on doit s'en méfier. Surtout, je dis pas peut-être une petite entreprise comme la nôtre a peut-être moins de ramifications ou d'un besoin qu'une entité américaine. Par contre, le gouvernement, qu'il soit canadien ou québécois, eux doivent faire attention à ça parce qu'ils utilisent de façon assez prédominante ces services d'hyperscaler-là en ce moment. Est-ce que, je reviens à votre entreprise, est-ce que chez vous, il y a de vos clients qui décident, justement dans un contexte où ils ont toujours été avec des hyperscalers, puis là, ils se disent, ben là, il y a des données qui sont plus privées, qui sont plus délicates, qui sont plus sensibles. Ça, on va les héberger au Canada, puis on va aller chercher un spécialiste sur le marché local. Est-ce que ça se trouve dans votre clientèle avec justement l'actualité, là? Oui. Ben déjà, nous, l'offre de Edwin existe depuis 11 ans maintenant. On l'a lancé dans la première année d'R2I. Déjà, dans nos contrats, on avait déjà ça, cette notion-là de propriété canadienne. Et les entreprises le demandaient. Je dis pas que c'est toutes les compagnies qui le demandaient, mais même on l'avait des fois dans nos contrats exigé qu'on ne pouvait pas changer la donnée du Canada à l'extérieur du Canada, donc mettons les États-Unis. Donc, on avait déjà un peu cette demande-là. En janvier l'année passée, la demande a explosé, puis ça a vraiment augmenté de façon exponentielle. Les 2-3 premiers mois, il y a eu une énorme demande d'informations à ce sujet-là pour des entreprises qui avant n'étaient pas concernées comme telles ou se sentaient pas concernées. Donc, on avait un très grand intérêt. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que là, tout de suite après ça, quand ils ont fait l'évaluation de leurs besoins et tout, ils ont réalisé, on a des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans. On peut pas changer immédiatement. Donc, le cycle, je te dirais, il s'est calmé un petit peu, mais les gens ont continué à y penser, à se préparer. Maintenant, 1 an plus tard, et que le conflit, ou peut-être pas le conflit qu'on va dire, mais la situation américaine, fait que là, ça revient de plus en plus dans l'actualité. Les gens sont en train de renouveler leur contrat parce qu'1 an plus tard, leurs 2 ans, 3 ans de contrat terminent. Puis là, présentement, on revoit un regain d'intérêt envers ça. On reçoit plusieurs appels par semaine en ce moment de gens qui veulent voir. Puis le mot-clé, c'est tout le temps, on veut une entreprise canadienne souveraine ou québécoise souveraine. Puis ça, c'est vraiment dans leur message qu'ils nous envoient. C'est la demande première. On cherche un hébergeur canadien de propriété canadienne. Fait que l'intérêt, je te dirais, a monté par probablement 500% depuis 1 an à ce niveau-là, que les gens appellent directement pour ça. Puis le fait que vous offriez ce service-là, donc avec une localisation des informations sur le territoire canadien, ça vous empêche pas de travailler aussi sur la redondance. Vous n'avez pas seulement un centre de données, vous en avez... Effectivement, on a 3 centres de données, au Québec, 2 au Québec, 1 en Ontario. Donc, on permet la redondance autant locale, Montréal que Montréal-Toronto. Donc, oui, effectivement, on offre toutes sortes de services. Puis là, on parle de l'info nuagique, mais aussi, on sent un regain. Je te dirais des gens qui reviennent on-prem en anglais, là, donc sur site d'une infrastructure traditionnelle. Donc ça l'a pas baissé. Il y a 10 ans, on disait le cloud va tellement augmenter que l'infrastructure traditionnelle va descendre. Je te dirais l'infrastructure traditionnelle est encore très présente dans les entreprises. Fait qu'il faut pas négliger ce secteur-là dans lequel on est très, très fort également. Puis là, on est un expert en recouvrement de désastres, en relève informatique et tout ça. Donc, autant chez les clients on-prem que les clients dans le cloud. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens avec l'info nuagique peuvent se permettre une relève. Ils peuvent être chez eux, ce qu'on appelle on-prem, pour leur production. Et Edwin, notre offre d'info nuagique, peut être la relève. Ça, on a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Donc, ça permet aux entreprises d'être proches de leur production, mais de ne pas avoir à maintenir 2 centres de données. Il y en a pour qui c'est facile de maintenir 2 centres de données. Quand tu as 60 centres de distribution en Amérique du Nord, c'est facile de bâtir une salle informatique à 500 km ou à 100 km ou à 1000 km. Mais beaucoup d'entreprises, maintenant, avec le télétravail, ont de moins en moins de bureaux, surtout les entreprises de services. Ils veulent pas gérer un data center. C'est pas leur quotidien, en fait. C'est pas leur travail à eux. Donc, l'info nuagique amène un mode hybride, je te dirais, là, qui est très intéressant et qu'on voit de plus en plus, ce qu'on appelle le multi-cloud et le mode hybride. M. Martel, je vais vous amener dans l'actualité parce que tant qu'à vous avoir, je vais profiter de votre présence. Autant du côté des États-Unis que des services de renseignement canadiens,
on nous avise que le conflit qui se passe au Moyen-Orient, là, les Américains qui ont attaqué l'Iran, ça va avoir des effets, ça, dans le monde en ligne. Quand on offre le service comme vous le faites, quand on a son réseau d'hébergement, comment on se prépare dans un contexte comme ça? Parce encore cette semaine, il y avait des notes qui venaient d'Ottawa en disant « Faites attention, préparez-vous parce qu'il pourrait y avoir des opérations qui viseront des entités canadiennes. » Et si c'est pas vous, ça pourrait être de vos clients et ça va rebondir chez vous. Comment on se prépare dans ces contextes-là? Effectivement, on le voit présentement, là, mais il y a des centres de données de Microsoft et de AWS, je crois, qui ont été touchés. Donc, qui avaient été touchés, oui, Moyen-Orient, oui. Donc, à ce moment-là, ça démontre que ça peut avoir un impact global. Là. Tu sais, si, mettons, des banques, des compagnies d'assurance, des systèmes de santé opèrent dans ces centres de données-là, c'est sûr que ça a un impact. On a parlé de redondance tantôt. Donc, nous, le fait qu'on a Montréal-Toronto à environ 500-600 km de distance l'un de l'autre assure une certaine redondance à ce niveau-là. Donc, c'est les entreprises qui doivent évaluer leurs risques et est-ce que j'ai besoin d'avoir une distance de 500 km, de juste 100 km. Donc, nous, on se prépare à ça. Est-ce que le Canada va être touché directement, physiquement sur son territoire? Les chances sont quand même minces. Par contre, à travers les réseaux de fournisseurs qu'on peut avoir, on l'a vécu il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, je me souviens pas exactement, puis je me souviens plus du service. On avait un service externe d'un fournisseur qui, lui, était hébergé chez un hyperscaler, je crois que c'était AWS, qui avait vécu une panne dans un centre de données spécifique en Europe. Ben, on a été une journée sans avoir de service parce qu'eux ont été tombés dans. Donc, l'impact qu'on peut avoir, nous, c'est d'utiliser des services externes. Même R2I, on utilise des services externes qui feraient qu'ils fonctionneraient pas. Donc, ça pourrait avoir un impact sur nos opérations. Mais advenant un cas plus local, ben, à ce moment-là, la redondance Montréal-Toronto peut assurer cette continuité des affaires-là à ce niveau-là. Ouais, quand on parle de victimes collatérales, c'est pas seulement dans le monde physique, c'est dans le monde virtuel aussi. Exactement. Monsieur Martel, en terminant, des gens qui seraient intéressés à avoir d'informations sur vos services ou qui voudraient parler à un de vos spécialistes, comment ça fonctionne? C'est quoi le meilleur chemin pour rentrer en contact avec les gens de R2I? Ben, le chemin le facile, c'est de visiter notre site web, donc www.r2i.ca. Vous aurez toutes les informations sur notre offre de services, autant pour les entreprises on-prem, le cloud Edwin, le cloud R2I, tout ça. Il y a des formulaires qui peuvent être là. Il y a info@r2i.ca. Donc, c'est vraiment la meilleure façon plutôt que de rejoindre un individu particulier ou notre numéro de téléphone là, que vous pouvez trouver sur le site web, donc sur notre boîte vocale. Donc, on va faire un retour très rapidement, puis vous allez avoir l'occasion de travailler avec nos gens qui sont hyper qualifiés. Nous, on fait affaire avec des très grandes entreprises, comme tu l'as mentionné tantôt. Donc, notre mandat, c'est d'être autant meilleur, sinon meilleur qu'eux, et d'offrir un service de qualité. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on a basé R2I. Donc, s'ils nous appellent, ils vont avoir tout le meilleur de nous à leur service. Benoît Martel, je rappelle, vous êtes président et fondateur de R2I. Merci beaucoup d'être devenu comme ça partenaire de Mon Carnet. Et puis, je vous dis, au mois prochain, je vous invite pour qu'on puisse poursuivre la discussion sur les services informatiques, autant sur les lieux d'une entreprise que dans l'info nuagique. Merci beaucoup. Excellent. Ben, merci Bruno. À la prochaine. Cette semaine se tenait à Toronto le PodCamp et c'est de là que Stéphane Berthomet, le podcastologue, nous a fait parvenir sa correspondance sonore de la semaine. Au menu, il nous parle donc du PodCamp de Toronto, l'une des plus anciennes rencontres de podcasteurs au Canada, et d'une étude européenne qui soulève des inquiétudes concernant certains écouteurs et casques d'écoute. Stéphane Berthomet. Bonjour mon cher Bruno, bonjour auditrices et auditeurs de Mon Carnet, Stéphane Berthomet aka le podcastologue pour ma chronique de la semaine. Alors cette semaine je vais aborder 2 sujets très différents. D'abord le PodCamp à Toronto où je me suis rendu, et je vais vous en parler un petit peu, et puis une étude assez inquiétante sur les écouteurs, sur les casques d'écoute, donc les écouteurs intra-auriculaires, mais aussi les casques d'écoute, et donc une étude qui a été faite en Europe par Talks Free Life for All, un collectif européen, un organisme européen qui regroupe plusieurs ONG et des organisations, qui est financé d'ailleurs par l'Union européenne et qui vient de faire un rapport qui a étudié 81 casques et écouteurs vendus sur le sol européen. Eh bien, ce rapport pointe du doigt qu'une immense majorité de ces appareils contiennent des matériaux qui sont susceptibles d'être dangereux pour la santé, en particulier du bisphénol, donc qui seraient dangereux à titre de production
produits cancérigènes. Donc c'est évidemment quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Le rapport pointe le fait que les écouteurs, et notamment les intra-auriculaires, qui sont souvent portés à longueur de journée, peuvent poser un vrai problème pour la santé, surtout quand ils sont utilisés dans des conditions de sport, par exemple, où la chaleur corporelle augmente et où l'humidité du corps vient être un conducteur entre les appareils et l'organisme. Eh bien, il pointe le risque, un véritable risque cancérigène pour la plupart de ces appareils, et on parle de certains appareils qui sont des marques qui sont très réputées et d'autres qui le sont moins, d'ailleurs des marques japonaises. Alors les AirPods s'en sortent plutôt bien pour vous donner un petit aperçu de ça. Les appareils Sony aussi, mais Sennheiser, le casque circum-oral pour adultes de Sennheiser s'en sort assez mal. Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro s'en sortent assez mal aussi. Ils sont classés rouge. C'est un classement qui va du vert au jaune en allant jusqu'au rouge. Donc c'est quand même une étude qui est inquiétante et qui attire l'attention sur un point auquel on pense pas tant que ça quand on porte des écouteurs, et surtout les plus jeunes qui les portent à longueur de journée. Alors voilà pour ce premier rapport. Je vous mettrai, et je te donnerai, mon cher Bruno, le lien vers un article qui a été publié sur Hardware & Co à ce sujet, qui justement répertorie tous les appareils, et vous pourrez consulter la liste des appareils qui sont problématiques et ceux qui ne le sont pas. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est justement ce PodCamp Toronto. Alors, il faut savoir que le PodCamp Toronto, c'est la plus ancienne organisation de rencontres de podcasteurs et podcasteuses au Canada. Historiquement, c'est l'un des premiers qui a été créé et qui regroupe essentiellement, évidemment, des podcasteurs et podcasteuses anglophones. Et j'y étais allé il y a vraiment longtemps, et je me suis décidé cette année à y retourner, à faire une petite visite, et je ne le regrette vraiment pas. Je suis vraiment heureux d'être allé rendre visite à cet écosystème du podcast canadien, dans lequel j'ai pu retrouver vraiment des acteurs très impliqués, des gens très passionnés, beaucoup d'échanges. Alors le PodCamp, c'est une formule assez intéressante parce que il y a une partie conférence avec différents types de conférences. Donc une conférence par exemple sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le balado, comment y échapper, mais des conférences sur les statistiques d'écoute du balado, des conférences aussi qui ont été données par des gens qui sont designers graphiques sur la conception des vignettes et de tout ce qui touche à l'image d'un balado, et ça c'est très intéressant et très important. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si votre balado n'a pas une vignette qui soit attractive et qui soit bien faite, eh bien il perd beaucoup de son intérêt pour les auditeurs, et c'est un élément clé de sa découvrabilité aussi. La pochette, c'est un peu comme la couverture d'un livre, alors il faut la soigner. Et donc ce PodCamp, c'est vraiment la rencontre de tous ces univers, l'univers quasi professionnel, des gens qui évoluent dans le balado et qui ont des entreprises dans le domaine, notamment des agents aussi, et des amateurs, les indies, des gens qui ont leur propre balado. Donc un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de discussion, avec évidemment une petite soirée de discussion dans un pub où tout le monde se retrouve. C'était très sympathique. Ça m'a rappelé l'époque où on faisait des petites rencontres, des meet-up de podcasteurs, mais là, quelques dizaines seulement, il y a bien longtemps avant la Covid. Certains s'en souviendront. Je me rappelle y avoir croisé les gens de Distorsion, Simon Predge et d'autres, des noms que vous connaissez si vous suivez l'univers du balado québécois. Et je ne vous cache pas que ça a fait naître en moi l'idée de peut-être imaginer la possibilité que dans quelques temps, 1 an ou 2, on puisse organiser un PodCamp Montréal. Ça serait quand même chouette d'avoir une résurgence comme ça de ces rencontres, mais sous un angle peut-être aussi un peu plus ouvert à l'industrie, parce que on voit que le milieu a énormément évolué, et c'est le constat que j'ai fait justement au PodCamp Toronto. On sent que tout l'univers du podcast est en train d'aller vers une forme de, pas professionnalisation, mais structuration. On voit qu'il y a de plus en plus d'agents qui gèrent des verticales de production de contenu, qu'il y a des gens qui se spécialisent dans le design dans le domaine du podcast.
qui a les études de plus en plus pointues et qui pointe évidemment, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, le fait que l'auditoire ne cesse d'augmenter. On est quasiment à 1 auditeur sur 2 ici au Québec en termes d'écoute de balado. Donc voilà, l'idée d'un PodCamp Montréal fait son chemin. J'en ai discuté avec quelques autres Québécois qui étaient présents sur place. Et c'est un sujet qu'on va laisser mûrir, qu'on va laisser maturer. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On pourra en discuter. Alors voilà, mon cher Bruno, cette chronique se termine. Je te salue, je salue nos auditeurs et nos auditrices et je vous dis que l'audio soit avec vous. Reste à Toronto pour retrouver maintenant Carl-Édouard Michel qui souligne cette semaine un anniversaire marquant dans l'univers du jeu vidéo, les 30 ans de Pokémon, une franchise devenue au fil du temps l'une des plus importantes de l'industrie du divertissement. Mais avant d'entendre Carl-Édouard Michel, écoutez d'abord cette mélodie. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la chanson thème de Pokémon Rouge et Bleu sur la Game Boy qui est sortie en 1996. C'est la première fois à l'époque qu'on avait un Pokémon, un jeu Pokémon. Donc le concept était quand même très simple à l'époque, mais révolutionnaire. Le but c'était d'attraper, d'entraîner et d'échanger des créatures. Puis ensuite, on a eu la fameuse série animée avec Sacha Ash Ketchum, le personnage principal de Pokémon, avec évidemment son partenaire Pikachu. Et ensuite, il y a eu les jeux de cartes, des peluches, des films, énormément de produits dérivés qui ont fait le succès de Pokémon. Et évidemment, pour ceux qui s'en souviennent, en 2016, faut pas passer à côté de Pokémon Go, qui a été développé par Niantic, qui transforme le monde entier en terrain de chasse pour Pokémon. Des millions de joueurs sortent dans la rue à l'époque, des parcs remplis de gens qui capturent des Pokémon en réalité augmentée. Pour ceux qui se souviennent des films aussi, en 2019, il y a Pokémon qui franchit un nouveau cap avec Pokémon Détective Pikachu. Pour la première fois, des créatures prennent vie en version réalité à Hollywood. Donc ça aussi, c'était un moment très impressionnant. La franchise continue d'innover, évidemment. Donc Pokémon Écarlate et Violet introduit un monde ouvert sur la fameuse Nintendo Switch à l'époque. Et évidemment, maintenant, on a Pokémon Z et A qui est sorti en 2025, en octobre dernier. Et en 2023, c'est un moment historique. Après plus de 25 ans, Sacha devient enfin champion du monde dans la série animée. Une boucle est bouclée pour toute une génération. Eh bien oui, c'est le 30e anniversaire de Pokémon et depuis, la franchise est devenue l'une des plus importantes de l'histoire du divertissement avec des jeux, des cartes, des films et une série animée. Pour marquer cet anniversaire, The Pokémon Company a organisé une grande présentation appelée Pokémon Present avec plusieurs annonces majeures. Évidemment, l'annonce qui a été, la plus grosse annonce de ce Pokémon Present était vraiment l'arrivée de 2 nouveaux jeux principaux, donc Pokémon Wind et Pokémon Waves, donc Pokémon Vent et Vague. Ces jeux représentent la 10e génération de Pokémon et devraient sortir en 2027. Donc, il y a bien des gens qui sont excités et qui attendent cette sortie. L'aventure va se dérouler dans une région tropicale inspirée de l'Asie du Sud-Est avec des îles, de l'exploration et même des zones sous-marines, une première pour l'univers de Pokémon. Il y a eu 3 nouveaux Pokémon de départ qui ont été révélés. Brouth, qui est un type plante, Pombon, qui est un type feu, et Geka, qui est un type eau. Une autre annonce intéressante, c'est le fameux Pokémon Pokopia, qui est un jeu qui propose une expérience complètement différente des autres Pokémon, un jeu de simulation relaxant où les joueurs
construisent un habitat pour les Pokémon. On joue un Ditto déguisé en humain et on développe un environnement pour accueillir différentes créatures. C'est un peu un genre de Animal Crossing, si on veut, version Pokémon. Donc, très intéressant. C'est un vent de fraîcheur, si on veut, pour l'univers de Pokémon. Pour les fans de compétition, il y a Pokémon Champions, un jeu pour les compétitions. Donc, c'est un jeu centré sur les combats stratégiques disponible sur la Switch et mobile. Le but est de devenir une plateforme officielle pour les tournois compétitifs Pokémon, incluant des mécaniques populaires comme Mega Evolution, Dynamax et Terra Crystallization. Donc, bien hâte de voir ce côté-là. D'ailleurs, les tournois de Pokémon et les fameuses cartes, là, le jeu de cartes TCG, auront aussi une collection spéciale pour le 30e anniversaire avec des produits lancés partout à travers le monde. Ces collections devraient mettre en vedette plusieurs Pokémon classiques de l'histoire de la franchise. Donc, l'anniversaire ne se limite pas aux jeux. Il y a aussi des événements pour les fans, des collaborations commerciales, du nouveau merchandising, du merch, comme on dit, et même des compétitions internationales Pokémon qui s'en viennent. Par exemple, le championnat du monde Pokémon de 2026 va inclure aussi une grande expérience pour les fans des activités, du cosplay et des tournois. Donc, vraiment toute une célébration pour 2026 pour le 30e anniversaire de Pokémon. Je vous invite évidemment à suivre le Pokémon Company pour savoir toutes les activités qui auront lieu un peu partout sur la planète. Bon, après 30 ans, Pokémon reste l'une des franchises les plus fortes du monde du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que la marque continue de se réinventer. Il y a des nouveaux types de jeux, des nouvelles mécaniques, des nouvelles générations de joueurs, de nouvelles cartes, des nouveaux personnages. Donc, c'est vraiment une franchise qui n'est pas près de s'essouffler. Alors, bon anniversaire à Pokémon pour son 30e et pour ceux qui aiment les Pokémon, je vous souhaite de découvrir ou peut-être de redécouvrir ce bel univers de Pokémon qu'on aime bien. Allez, je vous laisse là-dessus. C'est Carl Michel. À la prochaine. Autour cette fois de Catherine Dupont-Gagnon, spécialiste de cybersécurité, qui dans le cadre du mois de la prévention de la fraude au Canada, elle nous rappelle que les jeunes sont de plus en plus exposés aux risques en ligne, leur vie sociale se déroulant largement sur Internet. Catherine Dupont-Gagnon. Chaque année, au Canada, la Gendarmerie royale et le Centre antifraude désignent le mois de mars comme le mois de la prévention de la fraude. Cette campagne, elle vise à rappeler une chose simple. La fraude, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et elle peut toucher n'importe qui. Et de plus en plus, elle touche aussi les jeunes. Je présentais récemment dans une école secondaire un atelier de prévention sur les fraudes amoureuses visant les adolescents. Au fil de la présentation, des discussions et des nombreuses questions posées par les élèves, une chose m'a frappée. Leur vie sociale se déroule aujourd'hui beaucoup en ligne, mais leur compréhension des risques qui l'accompagnent, elle reste très variable. Et ça m'emmène donc à poser une question aux parents qui écoutent ma chronique aujourd'hui. Savez-vous réellement ce que vos ados font en ligne et connaissez-vous les dangers auxquels ils peuvent être exposés? Il y a une plateforme qui revenait constamment dans les discussions. Discord. C'est aujourd'hui l'une des plateformes les plus souvent mentionnées dans les signalements impliquant des victimes adolescentes. Plusieurs jeunes dans la salle ignoraient même qu'il était possible de configurer leur compte pour limiter les messages provenant d'inconnus. Parmi les risques plus préoccupants, il y a le doxing. Le terme désigne le fait de rechercher et de publier en ligne des informations personnelles sur quelqu'un, son identité, son adresse, son école ou d'autres détails privés, dans le but de l'unir ou de l'intimider. Des recherches universitaires ont montré que les victimes de ce type d'attaque sont souvent très jeunes et environ 80% des victimes identifiées sont des hommes. Dans l'univers des jeux en ligne et des communautés numériques, un autre phénomène inquiétant existe, le swatting. Il s'agit de signaler faussement une situation grave, une prise d'otage, une bombe par exemple, afin de provoquer l'intervention d'unités d'urgence au domicile de la victime. Ce type de canular peut sembler absurde, mais il est extrêmement dangereux. Dans certains cas,
Ces interventions policières déclenchées par de fausses alertes ont entraîné des blessures ou pire. Un autre élément revient souvent lorsqu'on parle de jeunes et de sécurité en ligne. La quantité d'informations qu'ils partagent sur eux-mêmes. Photos, vidéos, vlogs, stories. Individuellement, chaque élément peut sembler anodin. Par contre, chaque publication révèle parfois des détails précieux, surtout lorsqu'on les met tous ensemble. L'école fréquentée, le quartier où on habite, les amis proches, les habitudes quotidiennes. Pour un fraudeur, ces informations peuvent devenir une véritable mine d'or pour pratiquer ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire utiliser ce qu'on sait sur quelqu'un pour mieux la tromper. C'est notamment ainsi que commencent plusieurs cas de catfishing. Le catfishing, c'est une forme de cyber-imposture. Une personne crée une fausse identité en ligne, souvent en utilisant des photos volées, afin de manipuler ou exploiter une victime. Dans certains cas, l'objectif, il est financier, donc convaincre la victime d'envoyer de l'argent. Dans d'autres, ça peut mener à une forme particulièrement cruelle de chantage, la sextorsion. En termes simples, la sextorsion, c'est une forme de chantage basée sur des images intimes. Ça commence souvent très rapidement. Un jeune croit discuter avec une personne de son âge, souvent une prétendue jeune fille. La conversation peut durer quelques heures, mais parfois aussi seulement quelques minutes. Le fraudeur peut parfois commencer par envoyer une image intime, puis encourage la victime à faire la même chose. Parfois, il va pousser la victime à activer sa caméra lors d'un appel vidéo. Ces choses-là, ça se passe généralement sur Instagram ou sur Snapchat. Eh bien, dès que les images de nature intime existent, le piège se referme essentiellement sur la victime. Le fraudeur va alors menacer la personne de partager ces images-là avec des amis, la famille ou des contacts de la victime. Le fraudeur va aussi souvent dire au jeune qu'il a lui-même commis un crime en créant ces images-là pour tenter de le convaincre de ne pas aller chercher de l'aide. Dans la majorité des cas qui impliquent les garçons, la demande, elle est financière. Les montants exigés vont varier énormément. Parfois, on parle de quelques dollars, parfois plusieurs milliers. Et les paiements vont souvent être demandés sous forme de cartes cadeaux, de virements électroniques ou via des plateformes de paiement en ligne. Les données recueillies par le Centre canadien de protection de l'enfance montrent que ce phénomène est loin d'être marginal. Plusieurs signalements de sextorsion impliquant des jeunes sont reçus à chaque semaine. Et alors, la question revient. Sauriez-vous reconnaître des signes qu'un adolescent vit ce genre de situation? Ce qu'on va voir souvent, c'est un isolement soudain, un nouveau partenaire dont il ou elle refuse de parler, des demandes d'argent inhabituelles ou encore une relation qui devient très intense très rapidement, parfois avec quelqu'un que l'ado n'a jamais rencontré en personne. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes ne sont pas seuls et les parents non plus. Il existe beaucoup de ressources spécialisées pour accompagner les familles, comme le site aidez-moi s'il vous plaît.ca ou cyberaide.ca, qui offre du soutien concret aux jeunes victimes d'exploitation ou de chantage en ligne. Si vous croyez que votre adolescent pourrait être victime d'une fraude ou d'une forme de chantage en ligne, la première chose à faire est simple. Ne paniquez pas et gardez la porte ouverte à la discussion. La honte et la peur sont souvent les principales raisons pour lesquelles les jeunes hésitent à demander de l'aide. Bref, soyez un adulte de confiance pour vos ados. C'est, selon moi, la meilleure protection qu'on peut leur offrir contre les divers dangers du web. Depuis la Suisse, l'ami Thierry Weber s'intéresse cette semaine à l'essor du vibe coding ou à la programmation intuitive selon l'OQLF, cette approche qui permet de créer des applications ou d'automatiser des tâches simplement en décrivant ce que l'on veut en langage naturel plutôt qu'en le programmant comme il n'y a pas si longtemps. Thierry Weber. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'une révolution qui se passe en ce moment même. Oui, probablement sur l'ordinateur de votre voisin de bureau, peut-être sur le vôtre, et dont on ne mesure pas encore tout à fait l'ampleur. C'est l'histoire d'outils qui permettent à n'importe qui de créer des applications, d'automatiser des tâches et de faire tourner du code sans savoir programmer. Alors je sais, vous allez me voir venir parce que ça fait déjà 2 épisodes que je vous parle de OpenClaw, mais j'ai le nez dans le code, enfin dans le non-code ou le no-code, tellement c'est passionnant. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu une idée d'outil, d'application, d'automatisation, quelque chose qui vous aurait simplifié la vie, mais vous vous êtes dit, je suis pas un dev, c'est pas pour moi.
Alors, moi aussi, souvent, je me suis posé cette question et bien, ce temps-là est peut-être en train de se terminer. Depuis le début de l'année 2025, un mot circule dans les milieux tech avec une intensité rare, le vibe coding. C'est Andrej, voilà, si je le prononce bien, Karpathy, cofondateur d'OpenAI, ancien directeur de l'IA chez Tesla, qui avait lancé ce concept en février dernier avec une phrase qui a fait mouche. The hottest new programming language is English. Voilà, le langage le plus sexy est tout simplement le langage de programmation et simplement la langue de Shakespeare. Autrement dit, la langue de programmation la plus puissante du monde, c'est tout simplement la langue naturelle, le français ou l'anglais, peu importe. Vous décrivez ce que vous voulez et l'IA génère le code à votre place. Alors concrètement, ça donne quoi ? Permettez-moi de vous raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques semaines, j'ai testé sur mon propre Mac des outils comme Claude Code, l'outil d'Anthropic, et OpenCode, son équivalent open source qui a dépassé les 100 000 étoiles sur GitHub. Encore un, je vous avais parlé d'OpenCloud avec OpenClaw qui avait dépassé les 240 ou les 250 étoiles. Eh bien aujourd'hui, on compte 2,5 millions de développeurs actifs par mois sur ce GitHub. J'ai eu des galères de connexion, des erreurs de DNS, des configurations à régler. Ce n'était pas parfait, mais voilà ce qui m'a frappé. Je n'avais pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Je décrivais ce que je voulais et l'outil s'en chargeait. C'est déconcertant, c'est presque magique et surtout, c'est accessible. Ces agents de code ne sont pas seuls. Il y a aussi toute une famille d'outils d'automatisation qui peuvent venir se greffer comme Nuiten, Make ou Zapier, qui permettent à ces applications de parler entre elles, de créer des workflows automatisés sans toucher au code. Et puis, depuis 2025, l'IA s'est intégrée dans tout ça. Vous l'écrivez en langage naturel, ce que vous voulez automatiser, et le workflow se construit tout seul devant vos yeux. Des études montrent que ces outils peuvent réduire les tâches répétitives jusqu'à 95% et économiser jusqu'à 77% du temps d'une équipe. Mais alors, et c'est là la question que je me pose, est-ce que tout cela va rendre les développeurs inutiles ? Eh bien, la réponse très courte est non. La réponse longue, c'est plus nuancé que ça. Gartner prédit que plus de 70% du développement d'applications va passer par des approches low-code ou no-code cette année. Chez Y Combinator, Y Combinator, l'incubateur de start-up le plus influent de la Silicon Valley, le patron Gary Tan, a révélé récemment que 25% des nouvelles start-up du programme font générer 95% de leur code par une IA. Des entreprises comme Cisco ou Superhuman rapportent des gains de productivité de 40 à 60%. Mais les experts sont clairs sur un point, l'IA génère du code plausible. Pas nécessairement juste, mais sans un minimum de regard critique, on peut passer à côté de failles et de sécurité, de bugs invisibles, de logique bancale. Le développeur de 2025 ne disparaît pas, celui de 2026 non plus, puisque l'année vient de se démarrer avec justement l'avènement de ces outils. Il change de rôle, il devient architecte, orchestrateur, traducteur entre le besoin humain et la machine. Et pour nous, les non-développeurs, les journalistes, les entrepreneurs, les communicants, les créatifs, qu'est-ce que ça change vraiment ? Oui, parce que ça change tout, parce que la barrière entre avoir une idée et la concrétiser vient de s'effondrer. Forrester Research l'a mesuré. Développer de cette façon est 10 à 20 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles. Quelqu'un de chez Microsoft l'a dit très bien. La barrière pour transformer une idée en application est tombée à zéro. N'importe qui peut le faire. J'y vois une opportunité extraordinaire pour tout professionnel qui a des idées mais pas les moyens techniques de les exécuter. En même temps, je garde un regard lucide. Ces outils ne remplacent pas la pensée stratégique, le bon sens éditorial ou la capacité à poser les bonnes questions. Ils amplifient ce qu'on sait faire à condition
de s'en servir. Ce qui me fascine dans ce moment, c'est sa vitesse. Des outils qui deviennent viraux du jour au lendemain, se font bloquer, reviennent sous une autre forme, intègrent de nouvelles fonctionnalités. L'écosystème bouge tellement vite qu'un développeur que j'ai lu récemment disait « Un outil qui était tendance il y a 3 jours se fait bloquer la semaine suivante, puis sort comme fonctionnalité officielle la semaine d'après ». On est dans un de ces moments rares où la technologie redistribue vraiment les cartes. Pas pour tout le monde, au même rythme, pas sans effort, mais pour ceux qui choisissent de s'y mettre maintenant, l'avantage sera considérable. Alors, si vous avez une idée qui traîne dans un coin de votre tête depuis trop longtemps, peut-être que c'est le bon moment pour lui donner une chance. Allez, sortez vos claviers, mettez-vous-y. Allez, c'était Thierry Weber pour Mon Carnet. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Dans son billet de la semaine, Stéphane Ricoul propose une réflexion sur l'intelligence artificielle et sur le rôle que nous pourrions jouer dans son développement. Stéphane Ricoul. Je vais commencer par vous poser une question. Et si l'intelligence artificielle n'était pas la fin de notre souveraineté, mais l'étincelle d'une renaissance? Tristan Harris, ex-éthicien du design chez Google, qui a quitté l'entreprise pour devenir l'une des figures de proue du mouvement visant à réformer l'économie de l'attention et plus récemment à encadrer l'intelligence artificielle, nous invite à voir l'échéance de 2027, non pas comme un mur infranchissable, mais comme l'opportunité ultime de rebâtir une technologie enfin alignée sur nos valeurs fondamentales. Autrement dit, l'enjeu pour lui n'est plus seulement de s'adapter au changement, mais de devenir les architectes d'une abondance qui profite réellement à l'humanité. Il est aujourd'hui le cofondateur du Center for Human Technology et souligne que nous sommes à un carrefour historique où notre capacité de décision compte plus que jamais. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil niché dans nos téléphones, elle devient le socle sur lequel nous pouvons reconstruire nos structures sociales, à condition de reprendre les commandes du navire. Bon, on nous a souvent répété que l'IA était une boîte noire impénétrable, mais n'oublions pas que ce sont des mains humaines qui tiennent encore le pinceau de cette fresque numérique. Du moins jusqu'ici, ou encore, c'est ce en quoi on a le goût de croire. Mais bon. Pour saisir le potentiel positif de cette transformation, il faut d'abord regarder d'un œil neuf la promesse de l'abondance artificielle. Le discours porté par les visionnaires de la Silicon Valley ne doit pas être balayé du revers de la main. L'IA possède réellement la capacité de faire chuter le coût de production, des soins de santé et de l'éducation. Nous pourrions voir émerger un monde où les ressources de base ne sont plus un luxe mais un acquis pour tous. Aujourd'hui, l'innovation nous offre un levier pour repenser la distribution des richesses à une échelle mondiale. Si la technologie permet de générer une valeur immense avec moins d'efforts physiques, elle ouvre la porte à une société du temps libéré, où l'épanouissement personnel et créatif pourrait enfin devenir la priorité. Ça me rappelle vaguement un livre écrit par un gars que je connais bien dont le titre est « Vos clics, leur cash ». L'arrivée de ce que Harris appelle des génies numériques sur le marché du travail est également une chance de démultiplier nos capacités intellectuelles. Plutôt que de voir l'IA comme une menace pour l'emploi, nous pouvons l'apercevoir comme un partenaire d'apprentissage sans précédent. Pour un jeune professionnel, l'accès à des mentors virtuels capables d'expliquer des concepts complexes en quelques secondes est une révolution éducative. Cela permettrait d'accélérer la courbe d'apprentissage et de démocratiser des expertises jadis réservées aux universités les plus prestigieuses. L'enjeu est ici de transformer l'IA en un pont vers le savoir, garantissant que personne ne reste sur le bord de la route de la connaissance. J'aurais presque envie de vous dire que nous ne supprimons pas les escaliers de la réussite, mais nous installons des ascenseurs pour tous. Là aussi, ça me rappelle un livre.
qui cette fois-ci a eu pas mal plus de succès et qui s'intitule « Ne faites plus d'études » par Olivier Babin et le docteur Laurent Alexandre. Et ce regard vers l'avenir nous amène à la responsabilité de nos dirigeants. Harris rappelle que la technologie n'est pas une fatalité physique, mais un choix de conception. Le fait que les décideurs commencent enfin à s'intéresser à ce qui se cache sous le capot de l'IA est un signal positif. Nous assistons à l'éveil d'une conscience politique numérique où la régulation n'est plus vue comme un frein, mais comme une ceinture de sécurité nécessaire pour accélérer en toute confiance. En exigeant des garde-fous, nous ne bridons pas l'innovation. Nous la rendons durable et acceptable pour le plus grand nombre. Cette prise de conscience collective est le socle d'un nouveau contrat social numérique où la transparence devient la norme et non l'exception. Toutefois, pour une partie de la communauté scientifique, la vitesse de développement actuelle risque de créer des modèles incontrôlables avant que nous n'ayons pu établir des normes de sécurité robustes. C'est une posture qui privilégie la force brute de la performance sur la sagesse de l'alignement humain et qui plus est, favorise certainement que seuls quelques géants technologiques ne captent les bénéfices de cette abondance, laissant les États et les citoyens démunis face à des systèmes qu'ils ne contrôlent plus. Et Tristan Harris, qui est 100% d'accord avec moi sur ce point, bien évidemment, propose de placer l'IA au centre de tous nos grands défis contemporains en la traitant comme le levier de niveau 1, capable de résoudre les crises climatiques ou sanitaires. C'est ici que le concept de technologie humaine prend tout son sens. Plutôt que de concevoir des outils qui exploitent nos vulnérabilités pour maximiser notre temps d'écran, nous pouvons bâtir des systèmes qui protègent notre santé mentale et renforcent le développement de nos enfants. S'inspirant de la vision originelle de l'informatique personnelle qui visait à augmenter l'esprit humain, nous pouvons exiger une technologie qui respecte notre biologie et encourage notre autonomie au lieu de la dissoudre. C'est super bien exprimé de sa part. Nous ne sommes pas dans un état de stress pré-traumatique, mais dans une phase de préparation active pour 2027. L'émergence de cette intelligence omniprésente marque peut-être le début d'une ère de sagesse technologique. Les travaux de Tristan Harris et du Center for Human Technology ne sont pas des cris de désespoir, mais des boussoles pour naviguer dans la tempête. Si les prédictions d'une révolution cognitive totale se confirment, nous devrons accepter que l'intelligence artificielle est la nouvelle lentille à travers laquelle nous pouvons observer et protéger notre propre humanité. L'IA ne sera alors plus le point culminant d'une ingéniosité sans âme, mais un instrument façonné par l'homme pour magnifier sa liberté et son libre arbitre. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as été chercher des nouvelles de Figma avec leur porte-parole qu'on accueille à l'occasion. Et c'est toujours intéressant parce que ça nous permet d'avoir, comme disait Shakespeare à l'époque, des insights sur l'entreprise. Exact. Effectivement, des insights. Mais c'est fait depuis décembre que je cours après Alexia Danton de chez Figma pour avoir des insights sur tout ce qui est sorti. C'est un fait. Là, ils sont fraîches. Ben là, les plus récentes sont très fraîches, mais en décembre, c'était la version française de Figma qui sortait, alors que les deux versions originales, c'était anglais et chinois, ou mandarin. Donc là, ils ont sorti plusieurs autres versions, dont la française. Ça nuisait pas, je voulais leur en parler. Là, arrivait d'autres nouvelles, j'arrivais pas à faire le point avec eux. Et là, j'ai pu faire le point avec Alexia vendredi dernier. Et d'autant plus que c'est intéressant parce que là, je dirais pas la grosse actualité, mais ce qui préoccupe bon nombre de gens dans le domaine, c'est évidemment l'intégration de l'IA qui vient changer la donne. Et l'intégration aussi au sein de ce que Figma donne. Alors j'imagine que ça vient permettre de poser certaines questions.
ça pose des questions, puis ceux qui sont peut-être plus techniciens dans leur approche, je dis, moi je suis un spécialiste du détail dans Figma, machin, c'est peut-être là où on est un peu plus bouleversé dans notre pratique, parce que le fait de rentrer de l'AI là-dedans, ben tu peux effectivement passer quelques commandes, prompter, avoir des designs qui sont produits basés sur les design systems que tu as mis en place plus tôt dans le processus. Donc oui, ça commence à challenger ben du monde, puis on se demande qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant que designers. Et puis elle en parle dans l'entrevue aussi à Alexia. Elle me mentionne que il faut commencer à penser un peu plus stratégique, d'être capable de prendre un pas de recul. Parce que ce qu'ils ont découvert aussi dans les derniers mois chez Figma, c'est que c'est des gens non designers qui commencent à l'utiliser et qui sont capables de créer des interfaces. Quand même, hein? Et d'avoir un dialogue avec les développeurs, parce que c'est aussi beaucoup le positionnement qu'a pris Figma dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, c'est de se connecter plus avec des outils de développement. Ouais. On a l'impression que, je parlerai pas de repositionnement, je veux pas mettre ces mots-là dans la bouche de la porte-parole, mais quand on regarde ça, c'est un peu comme ce qui est en train de se passer avec un logiciel comme Photoshop, qui a longtemps été réservé à des experts, puis aujourd'hui, avec l'intégration de l'IA, il y a des non-experts qui commencent à être capables de tirer des choses pas mal intéressantes, tout simplement parce que on utilise l'IA des requêtes et puis on arrive à utiliser ce logiciel-là, la puissance de ce logiciel-là. Ouais, je pense qu'on est à une période transitionnelle où il y a encore des experts qui peuvent et doivent, comme dans Photoshop, connaître le logiciel en détail. Et il y a des gens qui sont un peu plus en retrait, qui se disent, moi, j'ai besoin de telle chose, qui aussi, de toute façon, ils peuvent aller l'exploiter directement dans OpenAI ou dans Anthropic ou autre pour se générer des images. Et donc, oui, il y a un challenge énorme pour les créateurs qui étaient dans le détail de la création. Maintenant, ils se retrouvent à devoir repenser un peu quelle est leur valeur dans le marché du numérique, surtout. Parce que c'est on se pose moins tous la une question. chasse gardée maintenant. Les portes commencent à s'ouvrir un peu. Exactement. Et ça, évidemment, c'est déstabilisant pour bien des gens. Puis surtout pour des jeunes qui rentrent dans le marché, qui ont étudié intensément pendant 3 ou 4 ans, qui se retrouvent devant un marché qui est en évolution et qui les oblige à considérer le métier pas comme un métier de détail, mais un métier plutôt de stratégie où le généraliste redevient important. Oui, on est moins dans la technique, on est plus dans l'approche. Ouais. Exactement, dans la stratégie, en fait. Exactement, oui. Écoute, on va aller écouter cette entrevue que tu as faite avec Alexia Danton. Merci beaucoup pour ces nouvelles de Figma. C'est toujours intéressant d'entendre parler de la bouche du cheval. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine. Ou de la bouche du poulet. À la semaine prochaine. Oh, quel beau jeu de mots. Salut. Bye. Bye. Bonjour Alexia, merci beaucoup de t'être joint à moi aujourd'hui pour venir me parler des nouveautés chez Figma. Mais j'aimerais commencer la conversation en te demandant ou en te disant, parce que je suis beaucoup en entrevue avec plein de gens, je rencontre plein de gens à travers des événements que j'organise, il y a quand même de l'inquiétude chez les designers en ce moment. Les jeunes designers se demandent beaucoup comment ils vont se positionner dans le marché. Les gens qui font du front-end aussi sont un peu inquiets, ils voient les contrats diminuer, on demande plus des seniors, on demande plus des généralistes aussi. Et je reprends une citation que j'ai vue dans votre dernier communiqué de presse que j'ai beaucoup aimé, qui pourra démarrer notre conversation, qui disait « La frontière entre les rôles commence à s'estomper car le système aide en permanence à transformer l'intention en réalité. » Et ça, pour tout le monde, je l'ai ajouté, c'est pas dans la citation, mais ça semble être un état de fait. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu en dis de ça? Non, je pense qu'il faut déjà, tout d'abord pour commencer, merci beaucoup de me recevoir, Jean-François, à nouveau. Et je pense qu'effectivement, on a ce constat quand on discute avec la communauté design et puis même avec la communauté de développement et tous les gens qui sont liés au produit aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'effectivement, on est dans une période où énormément de choses changent, les métiers changent un peu. Alors, heureusement, il y a des choses qui restent aussi, on va peut-être y venir. Les méthodes de collaboration changent énormément et au milieu de tous ces sables mouvants, chacun essaie de de comprendre quels sont les skills, quelles sont les capacités ou les capabilités dans lesquelles ils doivent investir, qu'est-ce qu'ils doivent montrer aujourd'hui pour marcher sur le marché du travail. Je pense que pour commencer, déjà, c'est intéressant effectivement de dire que on voit, et ça c'est un fait quand on parle aux équipes aujourd'hui, que les frontières entre les rôles s'estompent un petit peu. C'est-à-dire qu'on voit très bien, il y a beaucoup de discours aujourd'hui autour des designers qui vont commencer à coder parce que historiquement, on n'avait jamais la possibilité de mettre la main dans le code, que ce soit pour prototyper des idées à un haut niveau de complexité. On devait attendre qu'un développeur soit prêt ou soit disponible et parfois ça prenait du temps.
Et à côté de ça aussi, parfois on voyait en tant que designer des choses en production qui ne nous plaisaient pas et on a envie d'échanger, mais on doit attendre à nouveau que le ticket qu'on fasse aux développeurs, il passe et c'était long. Et in fine, ça faisait des expériences utilisateurs qui étaient moins intéressantes parce qu'il y avait un goulot d'étranglement au moment de la production. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme des choses comme le code deviennent plus accessibles, on voit qu'effectivement, les designers vont mettre la main dans le code. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup d'équipes pour qui, enfin en tout cas, pour des développeurs qui disent qu'en fait, ça leur fait pas forcément peur et qu'au contraire, ces nouvelles façons de travailler construisent énormément d'empathie. C'est-à-dire que les designers comprennent à quel point la production peut être fragile parfois, à quel point l'importance d'une bonne architecture et en fait se limitent assez rapidement sur le scope de ce qu'ils vont faire. Et ça permet aux équipes de parler de qui est responsable de quoi. Donc, par exemple, les designers vont se retrouver à être plutôt responsables du polish ou des garants de l'expérience utilisateur, d'une expérience utilisateur positive. Mais le fond de la technicité, le fond du développement reste toujours évidemment la propriété des développeurs. Et vice-versa, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très peur parfois en tant que designer que d'autres personnes non designers viennent dans nos outils. Exactement. C'est des choses qui arrivent beaucoup en ce moment-là. Et tout à fait. Et parce que côté Figma, en fait, ce qu'on a fait, c'est que grâce aux outils qu'on a sortis, notamment Figma Make, aujourd'hui, je crois qu'on a le pourcentage, c'est que fin 2025, quand on regardait, on a 60% des utilisateurs de Figma Make qui ne sont pas des designers. Et ça veut dire que c'est surtout des product managers, c'est surtout des développeurs. Voilà. Mais ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que quand les designers commencent à coder, on crée de l'empathie en fait pour le métier de développeur. Ce qu'on voit arriver, c'est que quand les gens viennent dans les outils design et commencent à mettre la main dedans, notamment côte à côte des designers, en fait, ils se rendent compte des limites que eux-mêmes vont avoir dans ces outils-là. En tout cas, pas juste la limite au niveau des outils, en fait, mais la limite au niveau de la réflexion qu'ils vont avoir. Ils voient de même la différence, c'est-à-dire que oui, certes, je suis capable de créer quelque chose, mais est-ce que c'est la bonne chose? Pas forcément. Et du coup, ça crée aussi de l'empathie pour le métier du design et la valeur ajoutée du métier de designer. Et je pense que on a des retours d'expérience d'équipe. Aujourd'hui, il y a vraiment la question de la relation entre les équipes produits, tout ce qui va être business analyst et les product designers se pose dans beaucoup d'équipes. Parce qu'il y a beaucoup de product managers qui, dans leur coin, on va dire, sont montés en compétence sur des outils de vibe coding qui, en fait, font des propositions beaucoup plus concrètes de flow d'utilisateurs, de nouvelles fonctionnalités. Mais en fait, quand on commence à rapatrier tout le monde au même endroit, tout le monde sur la même interface, on crée beaucoup plus d'empathie pour qui peut aller à quel niveau. Et on voit du coup qu'effectivement les expertises en fait restent très très importantes malgré tout. Donc il y a en fait des petits espaces de nouvelles espaces de collaboration qui se créent. C'est-à-dire que les designers peuvent aller coder, les développeurs peuvent venir créer des maquettes ou des prototypes et les présenter. Mais en fait, plus on crée ces espaces d'échange, plus l'importance de l'expertise commence à être visible pour les gens qui n'ont pas cette expertise-là. Et du coup, par exemple, pour les designers, l'expertise design devient de plus en plus importante. Et donc, aujourd'hui, quand je parle à beaucoup de designers, notamment parce que c'est la plupart des gens à qui je parle au quotidien, quand on demande, par exemple, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me positionner sur le marché du travail, les retours d'expérience que j'ai des managers qui recrutent justement dans ce monde-là, c'est déjà rester soi-même. C'est très important parce que justement, ce qui est important avec l'IA, c'est que tout le monde est capable de faire un peu tout pareil. Et donc, le fait d'avoir un point de vue original et le fait de faire une proposition originale est très, très apprécié par les managers. Donc, ils veulent voir de la personnalité, ils veulent voir du point de vue. Donc, ça, c'est déjà ne surinvestissez pas dans l'IA, en tout cas pas dans des solutions pour créer vos portfolios ou pour, par exemple, répondre à vos questions pendant vos entretiens. C'est pas une bonne idée. Restez vous-même. Et surtout, ce que les managers veulent voir, c'est de la curiosité. Ils veulent comprendre comment vous apprenez. Parce que effectivement, comme tu disais, Jean-François, le monde change beaucoup aujourd'hui, les choses vont très vite. Et en fait, ce qu'un manager va chercher aujourd'hui, c'est la capacité à aller chercher des apprentissages et à voir comment est-ce que on apprend d'une expérience ou pas. Est-ce qu'on est prêt à aller tester des choses? Et c'est pas forcément de venir avec du savoir ou avec des méthodes toutes faites. C'est au contraire de venir avec une appétence pour l'ambiguïté et une flexibilité. Et ce que je constate beaucoup aussi, c'est que ça remet beaucoup l'humain au centre de l'équation. Plus on facilite le processus de création, plus on peut se permettre de valider, on doit le faire, valider que ces interfaces qu'on est en train de créer parlent à nos C-level autant qu'ils parlent à nos clients. Et ça, je trouve ça intéressant quand on le disait tantôt, les chercheurs, autant que les PO, que tous les gens qui étaient un peu en périphérie et dépendants des designers, le sont un peu moins. Ça challenge tout le monde. C'est sûr que ça insécurise un peu ceux qui étaient
contents de ne faire que du Figma ne peuvent plus nécessairement dire je suis la finalité et puis des gens dépendent de moi, là. Et ça, c'est une autre chose qu'on voit beaucoup dans les recrutements, c'est qu'aujourd'hui, les managers vont chercher des designers qui sont capables de penser stratégique. Et donc, effectivement, historiquement, la notion de pensée stratégique était très liée au niveau de seniorité. Et je m'attends à ce qu'effectivement, dans le futur, la notion d'arriver à penser stratégique redescende aussi sur des profils plus mid-weight, voire junior. Et que du coup, à ce niveau-là, en fait, ça fasse peut-être même partie des formations, arriver à penser à l'impact stratégique de ce qu'on propose. J'ai une histoire très intéressante là-dessus. On a les équipes d'Accor, donc Accor, grande marque d'hospitalité avec beaucoup d'hôtels, qui, en utilisant Figma Make l'été dernier, ont réussi en fait à 48 heures, c'était une initiative de l'équipe design, en 48 heures à créer un proof of concept qu'ils ont présenté au C-level et ils ont réussi à obtenir l'aval et du coup le budget pour développer ce projet pour de vrai. Et quand ils se sont mis d'accord au tout début des 48 heures, ils sont allés voir les équipes tech, ils sont allés voir les équipes produits. Ils leur ont dit, nous aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de faire ça, de faire une proposition très rapidement. Est-ce que vous êtes OK pour que nous, on prenne l'initiative là-dessus? Et ils ont eu la bénédiction des équipes tech et produits pour dire c'est vous qui allez le faire et qui allez le présenter aussi suite. Wow. Et ça donnait une grande place en fait aux designers en interne justement pour avoir la propriété de cette idée, de cette initiative et du coup les faire briller en interne. Donc ça, c'est une belle histoire aussi qu'on peut voir ce genre de choses se débloquer aussi. Enfin, moi, dans le métier que je fais aujourd'hui chez Figma, on est porteur aussi des bonnes pratiques. Enfin, en tout cas, les gens s'attendent à ce qu'on soit porteur des bonnes pratiques. Et en fait, ce qui est le challenge, c'est que les bonnes pratiques changent quasiment toutes les semaines. Donc, même de notre côté, quand par exemple, là, je parlais à l'instant de cette notion de documentation pour l'IA, même les bonnes pratiques de documentation pour l'IA changent parce que les modèles évoluent et deviennent de plus en plus performants. Et ce qui est intéressant avec la notion de documentation pour l'IA, c'est qu'il y a vraiment le phénomène de boucle d'or et les 3 ours. C'est-à-dire que l'IA faut trouver toujours le juste milieu. Si on donne pas assez de contexte à l'IA, en gros, il y a des trous à remplir, elle va les remplir, elle va les interpréter comme elle veut, et donc ça va pas donner ce qu'on veut, elle va prendre trop de liberté. Mais si on lui donne trop de contexte, en fait, ça peut surcharger le modèle, comme si ça lui surchargeait le cerveau, et le modèle peut commencer du coup à halluciner, et c'est pas bon non plus. Et donc il y a vraiment ce côté de pas trop petit, pas trop grand, juste bien au milieu. Et ça, en fait, quand on l'explique, ça parle aux gens, mais en fait, le challenge, c'est que même ce juste milieu, lui-même, il évolue. Parce que chaque fois, plus un modèle devient performant, évidemment, plus sa fenêtre ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, le contexte qu'il peut gérer augmente aussi. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à dire à des gens, du coup, là, élaguer un petit peu, simplifier, parce qu'il faut pas que l'IA hallucine, mais en fait, peut-être que demain, ils pourront surcharger avec davantage de contexte. Et quand je dis demain, je dis vraiment demain, c'est-à-dire, on peut être à un rythme dans 3 semaines, 2 mois. Et c'est vrai que pour des processus Ops qui, historiquement, avaient l'habitude de prendre plus longtemps, c'est un nouveau rythme de croisière à trouver. Et c'est plus challengeant. Et alors, je parle même pas des gens qui doivent, des étudiants aujourd'hui ou des plus juniors qui essayent d'apprendre et de suivre ce qui se passe. Hein. Mais au moins, si jamais vous écoutez et que vous êtes stressé là-dessus, rassurez-vous, tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde. Je pense que c'était très, très intéressant parce que d'ailleurs, je recommande à tout le monde de prendre avec des pinceaux ce qu'ils voient sur LinkedIn. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a tous vécu un peu le même 2025 où on s'est pris de plein de fouet sous ces changements et on avait un peu la panique parce qu'on voyait le monde changer, mais on savait pas trop quoi en faire. Et en fait, maintenant, là, début 2026, je parle moi, je sais que je l'ai ressenti. Et en fait, plus je parle à d'autres personnes, plus je me rends compte qu'on a tous eu le même ressenti. Et qu'en fait, on n'en parlait pas forcément beaucoup. Et en fait, on est en train de changer un petit peu notre mindset, notre mentalité maintenant en 2026. Et je vois beaucoup plus de gens qui ont assez confiance maintenant en eux et en ce qu'ils voient pour dire, par exemple, ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est du bruit, c'est du fear-mongering, mais il faut pas stresser par rapport à ça parce que la réalité, c'est qu'on pense tous la même chose, on vit tous la même crise existentielle à peu près et on est tous à peu près au même point en train d'essayer d'apprendre les mêmes choses en même temps. Et donc, en fait, à voir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je pense vraiment aux réseaux sociaux notamment parce que j'ai un peu l'impression que c'est à cause de ça que ça amplifie. Mais sachez que la réalité des entreprises est pas forcément celle-là, qu'en fait, chacun a ses challenges en interne, que certes, il y a peut-être 1 ou 2 personnes en isolation qui sont capables d'aller très loin, très vite tout seul, mais que dès qu'on construit des produits, en fait, on est rarement tout seul et qu'en fait, comment arriver à faire monter en compétence une équipe, redéfinir ses processus, redéfinir c'est quoi les attentes autour du niveau de qualité, c'est quoi en fait le nouveau gage de qualité. Tout ça, c'est des questions que tout le monde se pose et on est tous dedans en même temps. Donc, ne stressez pas.
ne pensez pas que le monde a complètement changé, que vous êtes largué. Ce n'est pas le cas. Comme tu disais au début, restez authentique. Ça ramène aux fondamentaux des choses qui nous définissent. Soyez authentique, allez chercher l'essence même de votre créativité, de ce que vous êtes bon en design, en recherche, et évidemment, l'humain. C'est pour eux qu'on travaille. Complètement. Et encore une fois, c'est marrant parce que on a tendance à être très pessimiste sur ce genre de choses-là, mais c'est la même chose avec les collaborations. C'est-à-dire que le fait que les gens commencent à travailler ensemble crée en fait de l'empathie et crée une meilleure compréhension des expertises de chacun. Et de la même façon qu'en fait, le fait d'automatiser énormément de choses donne encore plus de valeur à l'humanité, en fait, que chacun va apporter aux différents points de vue, à la touche humaine de ce qui est fait. Parce que plus on uniformise, plus les sciences deviennent importantes et valuable. Oui, donc, non, tout à fait. C'est une excellente conclusion à notre belle conversation aujourd'hui, Alexia. J'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ton temps encore. Merci à toi, Jean-François. Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités, puis merci à mes collègues Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Carl-Édouard Michel, Thierry Weber, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. Presque toute l'équipe était réunie. Et je remercie également R2I pour son soutien à la production de Mon Carnet cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet, ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes au rendez-vous pour 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.